Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui je suis ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée DataSave Fichier, Introduction, où on va rentrer dans une nouvelle série de formations qui sont liées à la sauvegarde, donc DataSave tout simplement, où on va parler justement de comment sauvegarder en dur sur une machine, comment utiliser une mémoire sur une machine en dur lorsque vous éteignez la machine, puisque jusqu'à présent on travaillait essentiellement avec la RAM. Je vous ai montré en fait comment on faisait pour gérer les mémoires ordinateur, comment ça fonctionnait avec le système d'exploitation sous LabVIEW. Et là aujourd'hui on va commencer à regarder de plus près comment, dans une nouvelle série de formations, comment on peut sauvegarder avec des fichiers, du regedit. Donc on va commencer à rentrer dans tout ce qui est base de données, puis on va rentrer dans les bases de données et on va apprendre à utiliser les différentes bases de données, comprendre ce que c'est que les différentes bases de données, et en fait ces nouvelles connaissances vont nous permettre de savoir quoi utiliser quand, de manière optimisée, et quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. Donc on va essayer de débunker tout ça et de le simplifier au maximum, de le vulgariser pour que vous compreniez au maximum et qu'après vous puissiez facilement utiliser ces techniques. Bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore Technologie de France et la chaîne YouTube, on anime des formations gratuites francophones, alors en français, pour tous les niveaux en fait. Donc les sujets sont variés, on aborde l'architecture logicielle, la programmation orientée objet, on aborde également des cours de préparation au CLD et au CLA pour que vous puissiez les passer avec succès. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à liker, à vous y abonner et également à piocher ce dont vous avez besoin. Et bien évidemment, nous faisons à chaque fois un cours puis un TP complet, et en fait le TP complet est disponible sur GitHub en c'est libre de droit, libre d'accès, donc vous pouvez télécharger sur GitHub très facilement. Donc allez sur le GitHub de la chaîne Technologie de France, enfin de l'entreprise Technologie de France. Les liens sont en description de cette vidéo. Et puis on est très actif sur LinkedIn, donc n'hésitez pas également à venir, à vous abonner si vous voulez connaître les news de Technologie de France liées justement à LabVIEW et vous permettant justement de profiter des dernières vidéos qui arrivent au fur et à mesure, voilà, au fil de l'eau. Et puis si vous voulez m'écrire, vous pouvez toujours m'écrire par mail. Je réponds à tous les mails, donc n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans nos cours, n'hésitez pas, on est là pour ça et pour faire grandir la communauté francophone LabVIEW et justement monter en compétences ensemble. Donc là, sans plus attendre, on va avancer sur cette histoire de fichiers. Et donc, je vous ai préparé en fait un petit tableau en fait de comparatif de ce qui existe en fait rapidement, parce qu'en fait en format fichier, il existe énormément de formats. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est apprendre à utiliser ces formats. Enfin, on va généraliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une introduction. On fera un TP après tout à l'heure où on touchera un petit peu sous LabVIEW des fichiers XML. On regardera un petit peu ce qu'il y a d'autre comme type de fichier et vous allez voir que globalement c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on travaille avec un fichier, globalement c'est toujours un init. Donc je vais ouvrir, donc c'est un open. Évidemment, s'il y a un open, il y a un close à la fin, donc le fameux init do close. On peut également le généraliser avec les fichiers où on va faire à la place de l'init, on va faire un open. Donc on va fixer les règles d'engagement et je vous expliquerai ce que c'est que ces fameuses règles d'engagement lorsqu'on ouvre un fichier. Ce qu'on va spécifier au système d'exploitation pour ouvrir convenablement un fichier suivant notre usage. Et quand j'ai un open, je vais toujours avoir un close. Et donc ce fameux close, on expliquera également comment ça marche, ce qu'il faut faire, parce que en fait, chaque fois que vous ouvrez un fichier, vous allez transférer les données sur votre mémoire vive. Et donc je vous invite à fermer le fichier pour pouvoir libérer de la mémoire. Et évidemment, quand vous avez ouvert un fichier et que alors on sait ouvrir et fermer, mais entre les deux, il y a des choses à faire. Donc souvent, c'est du read et du write. Et puis, suivant les types de fichiers, suivant les technologies qu'on va utiliser, suivant les formats, que ce soit des formats propriétaires ou non propriétaires, et donc ça, on va en parler tout de suite, eh bien, il y aura des jeux de fonctions. Alors souvent, c'est du read et du write. On se contente de lire et d'écrire, mais on peut également avoir d'autres propriétés qui sont liées à l'organisation de ces fameux fichiers et justement l'utilité qu'on va en faire. Là, je vous ai mis en fait une liste de fichiers, on va dire la plus basique, où vous avez par exemple du fichier texte. Donc ça, c'est vraiment le plus basique, c'est-à-dire le b.a.-ba de l'informatique, c'est j'écris dans un fichier texte, je lis un fichier texte. Mais évidemment, il y a aussi des formats propriétaires entre guillemets maison, lorsque vous voulez par exemple sauvegarder vos propres données dans des formats qui sont justement au-delà de la chaîne de caractères qui est présente dans le fichier texte.
Donc là, on va rentrer sur du format binaire. Donc là, vous sauvegardez, par exemple, un cluster, vous pouvez le sauvegarder dans un fichier, ça fonctionne très très bien. Et puis, il y a également, dans les formats basiques, il y a le CSV, donc le format tableur qui vous permet simplement de sauvegarder les données sous forme de tableau, un peu comme un tableau Excel. Et donc ça, c'est également un format important. Donc ça, ce sont les trois formats dont on vient de parler, sont des formats non propriétaires, donc que tout le monde peut utiliser sans aucune difficulté, que vous pouvez utiliser à votre... comme vous le souhaitez, à votre convenance. Il y a également dans ces formats non propriétaires, il y a le format XML, les formats XML et JSON qui sont des formats, on va dire, plus structurés, où on va structurer la donnée pour pouvoir la transmettre. Donc XML, essentiellement, lorsque je vais faire par exemple des fichiers d'initialisation, pour pouvoir initialiser, je ne sais pas moi, des moteurs, des points ini, en fait, des fichiers où on va pouvoir justement configurer en fait des moteurs, des drivers, ce que vous voulez en fait, des capteurs de pression. Et on va utiliser souvent un format qui est très pratique, c'est le fichier XML, parce qu'il a un gros avantage, c'est qu'on peut ouvrir avec un éditeur de texte et on peut directement lire, il est lisible. Contrairement à un fichier binaire, lui en fait, comme c'est vos propres clusters par exemple que vous pouvez sauvegarder dans un fichier binaire, si vous l'ouvrez avec un éditeur de texte, votre bloc-notes par exemple, vous verrez que vous ne pourrez pas le lire. Il sera illisible. Et puis le JSON, donc ça c'est du format JavaScript, également pour pouvoir transférer des données. Ça c'est très pratique lorsque l'on veut par exemple faire du web service, pour pouvoir se connecter à des services sur Internet. Et ça va faire partie d'ailleurs en passant des chapitres qu'on va aborder, on va faire une section complète web service 1, 2, 3, où on apprendra à utiliser le web service jusqu'à monter soi-même son web service avec un Windows Server. Et je vous montrerai comment vous pouvez en entreprise ou même chez vous monter votre propre web service. Donc ça viendra par la suite. Donc du coup, ce sont tous ces formats-là, pour l'instant, ce sont les formats non propriétaires. Puis il y a des formats propriétaires. Donc c'est quoi les formats propriétaires? C'est des formats qui ont été inventés par des entreprises. Donc là, par exemple, on a TDMS qui est un des formats de NI. Alors on est dans le monde de LabVIEW. Dans le monde de LabVIEW, on fait de l'acquisition. Et souvent, un problème se pose, c'est que si je fais beaucoup d'acquisitions, dans quoi je vais le sauvegarder? Donc on peut penser qu'on va sauvegarder ça dans des CSV, mais c'est pas forcément adapté. Le TDMS, justement, c'est un format de fichier structuré, alors de données structurées, où on va pouvoir séquencer et sauvegarder énormément de données et ouvrir le fichier d'une certaine manière. Donc là, le TDMS, par exemple, il est très pratique parce qu'en fait, on va pouvoir ouvrir, fermer le TDMS, également le lire et écrire dans le TDMS, mais on va pouvoir lire et on va pouvoir le lire d'une certaine manière pour ne pas être obligé justement d'ouvrir la totalité d'un fichier TDMS. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsque vous faites une acquisition, je sais pas moi, 50 kHz pendant 1 heure, sur n'importe quelle donnée, vous allez avoir énormément de données. Lorsque vous ouvrez, justement, lorsque vous voulez voir ces données, c'est pas forcément adapté d'ouvrir la totalité des données. Vous avez peut-être besoin de données, je ne sais pas moi, de la 5e à la 6e minute par exemple. Enfin, je dis ça comme ça. Et donc en fait, le TDMS permet de faire des ouvertures fractionnées. Donc ça c'est possible et ça évite justement de surcharger la mémoire. Donc il y a des formats également de fichiers qui sont propriétaires, qui permettent avec des jeux de fonctions de récupérer des données d'une certaine manière. Et puis, il y a toujours le format Excel, le format Word que tout le monde connaît, donc les formats de Microsoft, qui sont des formats qui sont propriétaires et qu'on peut en fait créer sous LabVIEW. Et donc, par exemple, si on veut créer des rapports, on peut créer des rapports sous Word, sous Excel, et je vous montrerai rapidement où ça se situe sur LabVIEW. Alors, où est-ce qu'on trouve cette fameuse gestion de fichiers avant de passer au TP? Donc vous ouvrez en fait votre palette et dans votre palette vous avez File, Input, Output dans votre palette LabVIEW et donc dans le diagramme. Et donc là vous allez pouvoir avoir accès justement à un jeu de fonctions, assez complet. Et là ce qu'on va faire, on va tout de suite regarder ça. Donc on va rentrer dans le détail et donc là on va démarrer le TP tout de suite. Nous voilà donc sur le bureau Windows. Donc là je vais ouvrir LabVIEW. Donc voilà. On va faire un bouton droit et on va regarder un petit peu sur la palette les fichiers. Donc du coup, les fonctions, c'est File, Input, Output, comme je vous l'ai dit. Et donc là, on va épingler ça. Alors, c'est parti. Donc on va expliquer un petit peu comment ça marche, cette histoire de fichiers. Donc là, quand vous avez un jeu de fonctions en fait sous LabVIEW, donc on a tout un jeu de fonctions là qui nous est proposé. Et on va vite fait parcourir un petit peu ces fonctions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, les deux premières fonctions, alors là, vous avez un Write Delimited Spreadsheet. Donc là, typiquement, c'est pour des fichiers tableurs.
Donc là, ça, souvent, vous pouvez en avoir besoin de cette lecture et d'écriture si vous voulez passer le CLD. Souvent, il y a une épreuve dans le CLD, on va vous demander de faire une petite machine d'état, par exemple, et puis il est demandé de sauvegarder des données. Donc ça peut être un format de fichier assez facile, et c'est très basique en fait. Donc là, vous pouvez, alors je vais faire un petit contrôle H pour qu'on puisse voir l'help, alors l'aide contextuelle. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu, hop là, voilà, je vais décaler. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc vous pouvez envoyer des tableaux, donc 1D, 2D, et donc dans un fichier. Et il me semble également que dans ce type de... vous pouvez sauvegarder en CSV et donc du coup ça pourra être ouvert en format sous un Excel, c'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder directement sous Excel les données, donc vous pouvez lire et écrire sans trop de difficultés. Vous avez à côté en fait les lectures et écriture des fichiers de mesure, donc on est dans le monde de la view et donc du coup on peut faire de la mesure et donc du coup on peut sauvegarder et donc là par exemple on peut sauvegarder sous format Excel. Mais également, je vous le conseille d'ailleurs, le format TDMS qui est vraiment un format structuré fait pour ça en fait, parce qu'en fait quand vous faites beaucoup de mesures, le problème c'est qu'il faut le fichier qui soit adapté à ce nombre de mesures. Donc le format Excel n'est peut-être pas forcément le format le plus adapté, et puis ça dépend également de ce que vous voulez faire. Donc on y reviendra un petit peu sur ce fameux format TDMS et pourquoi justement je le défends, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pratique. Donc alors après, on va avancer un petit peu. Donc ce qu'on a également, c'est que quand on veut traiter avec un fichier, la chose basique à faire, c'est l'ouvrir. Donc là, vous avez un open create replace et vous avez un close. Donc vous avez toujours le open et le close. Donc là, on va poser le open et on va poser le close. Voilà, donc on va se contenter de faire CTRL espace CTRL W. OK. Donc là, je les ai câblés l'un à l'autre. Donc du coup, comment ça se présente? Alors là, vous avez en fait les règles d'engagement. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais créer une constante. Donc là, il faut choisir quand vous avez un fichier ce que vous voulez faire. Vous voulez l'ouvrir, remplacer, créer, ouvrir, créer, remplacer, créer. Ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Donc avec les droits, sans les droits, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en fait. Est-ce que vous voulez écraser un fichier? En fait, ce qu'il faut, c'est bien spécifier avant de démarrer les opérations ce que vous voulez faire. Et donc en fait, ce VI permet de le faire. Donc du coup, souvent on va faire du open create, replace or create, tout simplement. Donc si le fichier n'existe pas, je le crée, et s'il existe, je le remplace, tout simplement. Ensuite, vous avez la deuxième règle d'engagement qui est les droits que vous avez sur ce fichier. C'est-à-dire qu'en fait, ok, vous avez défini comment vous allez ouvrir ce fichier, si vous allez le créer, le remplacer, enfin tout ça, ok. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Les droits que vous avez. Est-ce que vous avez le droit d'écrire? Est-ce que vous avez le droit de lire uniquement, d'écrire uniquement? Et donc ça, c'est également d'autres règles d'engagement. Donc là, on va rester en read-write. Donc on va se donner tous les droits. Et puis au-dessus, vous allez mettre le chemin de votre fichier. Donc sur cette palette, là, comme vous voyez, il faut créer un chemin. Donc comment on fait pour créer un chemin? Vous avez en dessous de write et read text, vous avez build path et strip path. Donc build path, c'est pour fabriquer un chemin. Et strip path, c'est pour séparer un chemin. Donc je vous donne un exemple tout bête. Là, on va commenter pour l'instant ce que je viens de faire là. Et on va créer un chemin de fichier. Alors comment on va faire pour créer un chemin de fichier? On va déjà sauvegarder par exemple ce LabVIEW. Donc on va appeler fichier test. Et je vais vous le mettre, ce fameux fichier test, dans les cours LabVIEW, donc dans le fameux GitHub. Donc vous y aurez accès, donc n'hésitez pas à aller sur le GitHub. Donc là, moi c'est une sauvegarde locale, mais que je synchronise directement avec le GitHub de Technologie de France. Et donc là, on est dans fichier, hop. Et donc là, fichier test. Donc je l'ai appelé fichier test. Sachez que je vous laisse tous ces fichiers-là, vous les avez. N'hésitez pas à les regarder si vous en avez besoin. Si vous voulez vous rappeler comment on fait, vous y avez accès. Ok. Donc du coup, fichier test, il est sauvegardé à un endroit. Ce que je peux faire, moi, c'est partir du chemin de ce VI. Et comment je fais, en fait? Je vais ici, là, dans File Constante. Donc je clique. Et donc du coup, ici, j'ai différentes constantes. Et en fait, c'est quoi? C'est des constantes, on va dire, de chemin. Et donc, soit j'écris moi-même à la main mon chemin. Donc, comment ça marche en fait? Quand vous êtes, par exemple, sous Windows, je vais vous montrer en fait une fenêtre. Alors, GitHub, hop, voilà, je vous montre la fenêtre. Cours LabVIEW, voilà. Et donc là, vous avez File. Hop, ça c'est les FGV. Et nous, on est plutôt dans Fichier, voilà.
Alors, quand vous cliquez en haut, bah, vous avez le chemin, le fameux chemin, ce chemin-là. Et donc, c'est de ce pass-là, le fameux pass, c'est ce chemin, donc ce que vous voyez là-haut. Donc, si vous cliquez dans Windows en haut, là, dans votre barre de navigation, bah, vous aurez votre chemin. Donc là, par exemple, je vais le sauvegarder. Et je vais le coller justement dans mon VI. Et donc là, comme vous pouvez voir, bah, c'est simplement un chemin, donc c'est deux points, nanani, nanana, où se trouve justement le fameux répertoire. Donc si on veut avoir accès à ces informations-là, bah, c'est intéressant justement d'aller dans File constante, et là vous avez pas mal de choses. Donc là vous pouvez avoir le current VI pass, mais pas que. Vous pouvez également avoir défaut directory, application directory, les temp directory, ça c'est pratique quand par exemple vous voulez vous lancer une application, vous voulez faire un fichier temporaire, bah, c'est toujours plus propre d'aller le sauvegarder dans le répertoire temp de Windows, et bah, là vous l'avez ici. Et puis vous avez un VI récapitulatif qui est ici. Hop, qu'on va tester, tiens. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça. Voilà. Et donc, en fait, comment ça marche? Vous avez un énumérateur. Et là, en fonction de ce que vous voulez, il va vous sortir le chemin. Donc, par exemple, user home. Voilà, on va juste regarder ça. Tac, create un indicateur. Donc, pour ne pas aller en face avant, pour ne pas perdre de temps, ce que je vais faire, et je vous invite également à le faire de temps en temps, c'est un petit bouton droit et vous faites probe, vous mettez une petite sonde, et puis comme ça, vous faites un CTRL-R, voilà, exécution, et là, par exemple, c'est deux points user use, qui est en fait mon répertoire user home, voilà, bon, tout simplement, parce que je m'appelle use sur ma machine, tout simplement. Donc voilà, mais si je change par exemple ici, si je mets desktop, voilà, hop, desktop, je fais un CTRL-R, voilà, use desktop. Donc ça marchera exactement de la même manière de votre côté. Donc quand vous voulez créer en fait comment on appelle ça? Un chemin. Donc si vous voulez créer un chemin, bah, généralement c'est bien de partir du VI. Donc du coup je pars de mon VI. Voilà. Et je vais en fait stripper le pass. Ça veut dire que le problème c'est que bah, je vais avoir mon chemin complet avec, bah, là ça va être fichier test.vi. Cette partie-là je la veux pas, je veux la retirer. Donc du coup bah, je strip. Et donc en strippant, ce qui va se passer, c'est que là, je vais créer un indicateur. Hop. Donc, en fait, c'est important toujours pour vous d'expérimenter. Donc, n'hésitez pas à expérimenter les fonctions sous la view. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, du coup, là, on va mettre une petite probe ici, une petite probe là, et vous allez avoir le résultat directement. Donc là, je fais un petit CTRL-R. Et donc, du coup, vous avez le répertoire. Et vous avez le fichier. Donc en gros, on avait un chemin complet, on a strippé, c'est-à-dire qu'on a gardé le répertoire d'un côté et le fichier. Ok, très bien. Donc le fichier, lui, ne m'intéresse pas. CTRL B. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le répertoire. Donc dans ce répertoire-là, du coup, ce que je veux, c'est créer mon fameux fichier. Donc là, on va retourner, revenons à nos moutons. On va retourner justement à ce qu'on faisait. Donc du coup, je vais remover l'empty subdiagramme. Je vais me mettre là-haut. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Voilà, pour pas que ça dérange. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va supprimer, on va créer simplement un chemin pour créer un fichier. Remove diagramme disable structure. Donc ce qu'on va faire, on va déjà stripper, on l'a strippé, et là on va builder. Donc on va builder, hop. Donc on récupère le répertoire de mon VI. Toujours travailler, alors un autre conseil que je vous donne dans les bonnes pratiques, travaillez toujours en chemin relatif, c'est très important. Ça, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est un chemin relatif. Alors, ça veut dire quoi un chemin relatif? Un chemin relatif, ça veut dire que si vous déplacez, vous installez, par exemple, je prends mon répertoire, je prends mon VI, je vais ailleurs, le chemin va s'adapter. Pourquoi? Bah parce qu'il va prendre directement le chemin du VI et où est-ce qu'il se trouve. Et en quoi c'est utile? Bah, si vous écrivez en dur, par exemple, là, c'était C2.use, machin, machin, machin. Si j'écris en dur, par exemple, au lieu de m'embêter à faire ça, je fais ici une constante, create constante, et que là j'écris en dur. Bon, bah, je pense que là vous la voyez venir. Si vous téléchargez sur GitHub alors bah, je vais le faire en direct. Je vais volontairement faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc là on est dans le répertoire fichier, donc mon répertoire fichier à moi. Donc je fais un CTRL-C et je le copie là. Donc là c'est mon répertoire à moi que vous avez ici. Alors attendez, on va essayer de le mettre propre. Hop, voilà, on va essayer de faire quelque chose de lisible. On décale. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin. On va se décaler. On prend bien la place comme il faut.
Voilà. Donc là, c'est un C de .use TDF Dropbox parce qu'on utilise Dropbox, Technologie de France, enfin tout le blablabla d'un chemin classique, bon, sous Windows. Ok, super. Bon, le problème, c'est que moi, je vais vous partager ça sur GitHub. Si je vous partage ça sur GitHub et que vous voulez lancer, ça ne marchera pas. Parce que ce chemin n'existe pas chez vous. Et c'est en ça que c'est embêtant. Donc du coup, toujours dans les bonnes pratiques, ne jamais travailler en chemin fixe. Si vraiment vous faites du petit test dans votre coin, dans un répertoire test et que vous voulez tester une fonctionnalité, bon, ok, admettons. Mais dès que vous passez en prod ou dès que vous passez à quelque chose qui n'est plus du petit test et qui va être réutilisé par vous ailleurs, alors sur plusieurs machines ou par quelqu'un d'autre, ne jamais travailler avec des chemins fixes. Donc il faut toujours travailler avec des chemins relatifs. Donc ça, c'est une bonne pratique. Donc du coup, là, on va créer tout simplement notre fichier. Donc, on va lui donner un nom. Hop. Alors, on peut travailler également en chaîne de caractères. Alors, moi, j'aime bien travailler avec des chaînes de caractères. Donc, comment on va l'appeler ce fichier-là? On va l'appeler on va l'appeler cours.txt. Ouais, allez. Test.txt. Voilà, on va le sauvegarder en txt, en fichier texte. Ok. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, pour le moment, je me suis contenté de faire un init, donc un open et un close. Et mes règles d'engagement sont, alors on peut également, tac, voilà, on réorganiser ça proprement. Et on peut également voir autre chose, c'est que j'ai décidé que s'il n'existe pas, je le crée, et j'aurai tous les droits sur ce fichier. Donc c'est la seule chose que je fais. Donc c'est-à-dire que si le fichier n'existe pas, il va simplement me créer un fichier text.txt. Il ne fera rien dedans pour l'instant, puisque je ne fais rien entre le init, do, close, open, do, close. Bon, bah là, le truc, c'est que pour l'instant, j'ai rien. Donc, je peux ne rien faire, hein, c'est pas un problème. Donc, si je fais un CTRL R, donc avant de faire mon CTRL R, je regarde ce que j'ai ici. Vous voyez, j'ai un log.txt, mais je n'ai pas un test.txt. Donc, pas de problème, on y va. Donc là, je fais un CTRL R. Alors, je l'ai exécuté. Et maintenant, voilà, il a créé un test.txt qui fait 0 octet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est contenté simplement de créer un fichier, et en créant ce fichier, il n'a rien fait dedans. Bon, c'est sympa, mais ce serait bien de faire quelque chose. Donc là, on verra après comment on peut faire pour... non, on peut le voir tout de suite. Là, je peux par exemple directement write, donc utiliser la fonction write text file, or read text file. Donc par exemple, si je fais un read text file dans un fichier où il n'y a rien, vous imaginez que on va rien lire. On lira, mais on lira rien. Donc, CTRL espace, CTRL W. Ok, ok. Donc là, texte créate un indicateur. Voilà. On va mettre une petite sonde. Voilà. Hop, on la pose en bas, discrète. Elle embête personne. Voilà. Ok. Donc là, si je lance, bon, il n'y a rien. On m'indique qu'il n'y a rien du tout. Bon, super. Donc du coup, ce serait bien d'écrire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, on va insérer un write text, tout simplement. CTRL espace, CTRL W. Et on va écrire le fameux hello world, mais hello world du fichier. Alors, si je fais ça, j'ouvre le fichier, ou je le remplace, create or replace. Ah ouais, alors là, c'est même pas j'ouvre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je l'écrase. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt open ou create. Voilà, comme ça, s'il existe, on l'écrase pas. Donc je l'ouvre ou je le crée. J'envoie hello world et logiquement, quand je vais lire hello world. Bon, c'est parti. CTRL R. Alors, bim bam boum. Write, read. Alors, tac tac tac. Tac, je lance. Il n'a pas fonctionné. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Test.txt, il a écrit hello world. Alors, il a bien écrit hello world. Mais il ne me l'a pas lu, et je sais pourquoi. On va regarder ça tout de suite. Donc, ça tombe bien qu'il y ait des petites choses qui ne marchent pas. Ça nous permet, nous, au fur et à mesure de voir. Donc, le hello world existe bien dans le fichier texte. Donc, pourquoi? Probablement parce qu'il faut mettre le buffer à 0. Alors, je pense que c'est ça. Tac. Non, c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de buffer en fait. Et donc comment ça marche? Le problème c'est que quand j'écris, j'avance. En fait, j'ai un pointeur qui va avancer et donc là actuellement,
au moment de la référence qui est ici, là, au moment où on récupère la référence là, on se retrouve en fait à la fin du fichier. Donc forcément, ben, on ne va rien lire. Pour preuve, en fait, ce qu'on pourrait faire simplement, c'est brancher, si je me branche avant l'écriture. Si je me branche avant l'écriture, logiquement, alors, tac, 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 avant, ah oui, mais attendez, c'est la même référence. Alors comment on pourrait faire? Bah, simplement si je me branche, voilà, de manière autonome, en parallèle. Il y en a un qui écrit, l'autre qui lit. Là, vous voyez, il lit Hello World. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que, alors c'est visiblement, je ne connais pas la manière dont la référence fonctionne, mais en gros pour la faire courte, c'est une histoire de buffer. Donc on peut mettre la valeur à, on peut ici là, une fois que ça a été écrit, il y a un jeu de fonctions qui est avancé. Bon, ben, on va y aller en fait. Et donc dans le jeu de fonctions avancé, il y a une fonction qui permet de le faire qui s'appelle setFilePosition. Donc en gros, chaque fois qu'on écrit, bon, ben, l'idée c'est de se remettre au début pour pouvoir après lire. Donc là, je vais prendre le setFilePosition. Donc je peux même faire un getFilePosition avant. D'ailleurs, c'est intéressant. Donc on va hop, mettre ça derrière moi pour l'instant. Alors, on va déjà faire un getFilePosition. Ça, c'est intéressant. GetFilePosition, donc du coup je vais mettre en commentaire le setFilePosition. Voilà, pour simplement montrer mes dires. Montrer que c'est juste une histoire de lecture. Et donc du coup, hop, voilà, offset. Et donc là, je vais mettre une prop. Voilà. Donc si je fais un CTRL R, il dit 11. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Hello World, ça fait 11. Enfin, ça fait 10 et après on arrive forcément à la 11e position. En fait, à chaque caractère, il va avancer. Donc du coup, bah, si on est à la 11e position, on est embêté. Donc ce qu'on va faire, on va simplement remplacer par le 7. Voilà. Donc on va faire un petit CTRL B. Voilà. Et on va lui dire démarre de 0. Remets-toi à 0. Voilà. Mets-toi ton pointeur, tu le remets à 0. En fait, à quoi ça sert ça? Ça permet, en fait, si je veux écrire dans un fichier, dans une zone bien précise, je mets le pointeur à un endroit, j'écris, et puis après, bah, je mets le pointeur à un autre endroit, et ainsi de suite. Ça évite, en fait, à chaque fois qu'on va écrire dans un fichier texte, par exemple, bah, ça évite d'écrire toujours au début, en fait, ou toujours d'écraser tout ce qu'il y a dedans. D'abord, on ouvre, ensuite, on fait une opération d'écriture, ensuite, on remet à 0 le pointeur, ensuite, on fait une opération de lecture, donc c'est ce qu'on voit là. Puis après, on ferme simplement le fichier qui est en mémoire vive. Ok, donc là, on est bon, tout simplement. Donc ça, c'est l'exemple, par exemple, des fichiers texte. Donc dans l'utilisation, bon, on a vu quelques petites fonctionnalités. On va avancer un petit peu dans le cours parce que là, l'idée, ce serait de continuer à voir les autres types de fichiers qui existent. Donc ça, c'est l'utilisation. Donc comme je vous disais, il y a toujours un init, un close. Donc ça, c'est le open avec les règles d'engagement et le close avec les règles d'engagement. Et puis, enfin oui, qui va suivre simplement le open. Et puis entre les deux, il va y avoir, suivant le type de fichier, il y aura toujours un read et un write. Et puis il y aura un jeu de fonctions propre à chaque format de fichier. Et donc bah, là, même pour, vous voyez, le jeu, fichier texte, on peut écrire, mais on peut également mettre le pointeur dans certaines zones, là ce que je viens de vous montrer. Ça fait partie des fonctions en fait qui existent pour les fichiers TXT par exemple. Enfin les fichiers basiques, on va dire plus généralement. Vous avez également un write et un read binary file. Alors là, je retourne, hop, je vous remets. Voilà, un write et un read binary file. En fait, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. La différence, c'est que ici, là, vous envoyez la data que vous souhaitez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez envoyer un cluster que vous avez vous-même formaté à comme bon vous semble. Vous pouvez y envoyer un tableau de données, vous pouvez y envoyer ce que vous voulez. Donc ça, c'est une manière de fabriquer en fait un format propriétaire de fichier. Si vous voulez être propriétaire de votre format, que vous avez imaginé un format qui vous est propre, avec une lecture et une écriture, bon bah ça fonctionne de cette manière-là. Donc du coup, bah, comme c'est fait pour du propriétaire, quand vous allez être dans la lecture, la seule information supplémentaire par rapport à un fichier texte, parce qu'on sait un fichier texte comment il est formaté, bah là, il va y avoir une information, il va falloir dire le data type. Donc là, il va falloir en fait donner le type de données que vous voulez lire. Donc le formatage des données qui sont dans le fichier. On peut faire un exemple rapide hein, si vous voulez. Write, alors toujours un write.
Donc, du coup, on va rester là-dessus. Je vais reprendre, pour pas perdre de temps, mon chemin. Alors, mes informations qui sont là. Donc, alors, hop. Alors, CTRL B. Ok, alors, là, on va appeler plutôt test.bin. Là, c'est un fichier binaire. Donc, ok, on va l'ouvrir comme ça. Les règles d'engagement. Alors, du coup, c'est pas exactement la même chose. Donc là, on est dans le write. Alors là, vous avez justement au niveau des données. Alors, oui, j'ai fait une bêtise. On y retourne. Voilà, il ne faut pas supprimer ça en fait. Ça, c'est ouverture d'un fichier. Donc test.bin. Voilà. Donc on garde les mêmes règles d'engagement que tout à l'heure. Je câble la référence. La différence, c'est que là, je vais avoir dans mon parcours de fichier, en fait, il y a une manière de parcourir les bits de données, en fait. Donc là, il y a différentes manières de faire. Et donc, suivant cette manière de faire, on ne va pas lire le fichier de la même manière. Donc attention, on ne va pas écrire de la même manière et on ne va pas lire de la même manière. Je suppose qu'il voilà, en lecture, il demande également la même chose. Donc ça, c'est des formats informatiques. Il faut que vous connaissiez votre format. Ou sinon, prenez le format de base, enfin le format par défaut qui est proposé, le Big Endian Network Order. Ok, très bien. Donc là, on ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas la peine pour l'instant. La data. Donc là, la data, je peux très bien envoyer un cluster. Donc là, je vais ouvrir directement ma face avant. Je vais créer un cluster un peu complexe. Bon, on va faire toujours le nom, prénom, âge, par exemple. Un truc assez simple. Voilà, hop, hop, et âge. Alors, un string, nom. Prénom. Et âge. Ok, là on choisit le type. Donc la représentation, et ça aussi c'est important parce qu'en fait, dans la lecture du fichier, suivant comment on va le formater, il va se déplacer en fait. Vous vous souvenez, on avait fait un cours où on expliquait un petit peu comment ça marchait avec les pointeurs, avec les données, comment elles étaient organisées. Parce que les données dans un ordinateur, faut imaginer un tableau 1D avec des cases fixes. Et suivant le type, on va prendre plus ou moins de cases pour avancer. Et au fur et à mesure qu'on lit les données. Si vous mettez un double ou un U32 ou un I32, si après dans la lecture vous allez par exemple vous changer le type, il est possible que vous décaliez la lecture et donc à ce moment-là vous pouvez lire mal. Et un test qu'on pourrait faire pour s'amuser, c'est faire âge et je sais pas moi. Non, on va faire mieux que ça. On va faire nom, âge, prénom. On va faire un test et je vais vous montrer je vais vous expliquer un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Ok. L'âge, on va le formater en, je sais pas moi, en U8. Logique. Voilà, donc j'envoie ça comme ça. Dans mon cluster qui va être ma donnée. Hop. Et là, ça va être, on va appeler ça ID. Ok. Donc, nom. Alexis. Prénom. François. Allez, on s'en fout, on prend des trucs au pif. Ok, et l'âge, il a 33 ans. Ok, ça roule? Super. Donc du coup, ce qu'on fait, on récupère cette donnée-là, qu'on va injecter. Alors, hop. Je l'injecte. Ok. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Voilà. Je remets également mon pointeur, parce que c'est les mêmes règles. Donc, mon pointeur d'écriture, je retourne au début. Donc, from start. Oh, c'est pas très classe, on va faire... Alors là, il n'y a même pas besoin en fait de le recabler parce que par défaut, il se met en start quand j'appuie sur ce truc. Ok. Et on va essayer de lire les données. Donc là, pour l'instant, il n'est pas en capacité de lire les données parce qu'il ne sait pas quel type de données. Donc par défaut, il met une chaîne de caractères. D'ailleurs, si je mets une chaîne de caractères, que se passera-t-il? Ça, c'est important, ça. Hop. Ne mettons rien, par exemple, et lisons simplement une chaîne de caractères. Create indicateur. On va faire un petit peu d'informatique de base, on va dire. Voilà, pour s'amuser. Alors,
soit c'est une erreur, soit il va me lire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, il n'est pas câblé. Ok, on est bon. Ok, alors là, si je fais un CTRL R, j'ai pas d'erreur. Mais par contre, la lecture... Alors, est-ce que c'est lié au fait que j'ai pas câblé le start? Je vais quand même le mettre. Voilà. Ouais. Chaîne de caractères, il envoie rien du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va formater la donnée. Donc, on va prendre un... Hop. On va le changer en constante. On va s'assurer qu'il n'y a rien dedans. Hop, voilà. OK. Et on va indiquer que la data doit ressembler à ça. Voilà. Donc là, ici, on va faire un petit probe. Super. Et là, c'est parti. Une lecture. Et vous voyez, là, il me le lit. Alexis, François, H33. J'ai bien mis la probe, tout ce qu'il fallait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va volontairement... Ah, il l'a mis dans cet ordre-là. Alors, attendez. Ça ne m'arrange pas. Je vais modifier l'ordre. Reorder. Donc mes données vont être rangées différemment. C'est-à-dire que dans ma chaîne de mémoire, il y aura Alexis, donc mes caractères A-L-E-X-I, voilà. L'âge, donc il y a chaîne de caractères, l'âge et François. Si je veux le lire dans ce sens-là, normalement, ça ne marchera pas. Il va me donner... Voilà, il me dit que c'est n'importe quoi, ce qui est normal. Et je suppose qu'il a lu le début. Non, même pas. Il reconnaît que c'est du grand n'importe quoi. Ok. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va réorganiser. Réorder de la même manière. Bam, bam. Ok. Donc, monsieur qui est ici, on va le réorganiser également. Réorder. Hop, hop. Voilà. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert en fait la réorganisation en fait des données. Ah d'accord, mais c'est juste qu'il ne la met pas dans le automatique. Voilà. Ok. Donc du coup là, normalement, si je lance... Ah, il n'y a pas de sonde. Probe, voilà. CTRL R. Donc là, bah, Alexis, 33, François. Maintenant, si je indique au moment de la lecture que ce n'est pas un U8, mais plutôt un double, évidemment, je me retrouve avec un petit nœud de coercion, ici. Bon, qui n'est pas grave, il y a une petite conversion. Mais ce que j'aimerais... Voilà. Là, il me dit qu'il y a une erreur. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que la donnée n'est pas formatée de la même manière. Donc ça veut dire que là, attention, les types, il faut garder toujours le même type. Donc quand vous êtes sur un format propriétaire, il faut connaître le type exact de ce que vous allez lire. Et même si vous changez, il n'y a pas de nœud de coercion. C'est-à-dire que si c'est un U8, ce n'est pas un I32 ou autre chose. Parce qu'en fait, en case mémoire, l'ordinateur, ce qu'il fait, lui, il réserve des données. Il réserve des cases mémoire et les tailles ne seront pas les mêmes. Et donc du coup, c'est pour ça que bon, il n'est pas content parce que on a essayé de faire rentrer des fraises dans des choux, quoi. Et ça fonctionne pas. Ok, bon. Voilà, je reviens sur quelque chose qui fonctionne. Ok, et je le laisse tel quel. On va continuer. Donc là, on a vu ce qu'étaient les text files, les binary files, les files constantes. Donc ça, c'est bon. Alors les config files, alors ça c'est plus trop utilisé. Je l'utilisais il y a quelques temps, donc ça permet en fait de faire des fichiers ini avec en fait on va faire une clé, une donnée. Donc en gros il y a des variables et puis c'est pour définir différentes variables. Mais en fait c'est bien comme système, enfin c'est assez complet comme système le config file, mais en fait il est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup plus simple, c'est utiliser le XML. Le XML c'est quoi? On va regarder ça tout de suite, on va faire un petit exemple rapide d'utilisation d'XML. En dessous, là, par exemple, on fera un petit exemple et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. TDMS. Alors, le TDMS, ça, c'est un format, il y a plein de choses à dire. Je pense que le format TDMS, il y aura peut-être un chapitre complet là-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'acquisition de données, le TDMS, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il a d'énormes avantages. Le TDMS, en fait, ça permet, lorsque vous faites des acquisitions avec plein de capteurs différents, bah déjà d'ordonner, c'est-à-dire de faire des objets, c'est-à-dire de faire des groupes. Vous pouvez dire, là j'ai les moteurs, là j'ai mes capteurs de température, là j'ai mes capteurs de mémoire, et puis ça va ordonner, en fait on est capable d'ordonner par type de capteur, on est capable de mettre des métadonnées, c'est-à-dire qu'en fait il y a le init et le close classique, le read et le write classique, et en fait autour de ce read et write, il y a également des jeux de fonctions qui permettent en fait de
Alors où est-ce qu'on le voit ça? C'est Get Property, Set Property, c'est-à-dire qu'on peut carrément, vous avez par exemple des moteurs A, B, C, et ils sont tous différents. Les moteurs, ils ont des marques ABB, Yaxagua, enfin bon, enfin des marques de moteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez mettre des métadatas, c'est-à-dire envoyer dans ce fichier les informations du moteur propre, dire c'est tel moteur, telle marque, tel ID, telle configuration, telle information. Et ça, on peut le cacher dans le fichier TDMS. Et ça, c'est pratique. Ça permet, par exemple, si vous faites de la maintenance ou de la métrologie, d'avoir un historique de ce qui s'est passé, qui a mesuré quoi et quand. Donc ça, c'est pratique. Et puis, Eni est vraiment sympa. Ils nous ont fait un petit VI, en fait, que je vais poser là. Tac, et qu'on va ouvrir, et qui est une liseuse. Une petite liseuse rapide. Alors là, j'ai pas TDMS sous la main, mais en fait, si j'appuie sur lecture, voilà, il va me demander un TDMS. Bon, j'en ai pas, donc je fais annuler. Bon, on va pas fermer pour l'instant. Et là, vous avez une liseuse, c'est-à-dire que vous pouvez voir comment on appelle ça, les canaux de lecture. Donc les canaux de lecture qui lient quoi, les valeurs de propriété, les différentes informations. Et ce qui est bien aussi avec le TDMS, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir entièrement. Si vous avez par exemple une acquisition à 50 kHz, qui est énorme, vous mesurez une trentaine de capteurs, ce qui est beaucoup. Dans ces 30 capteurs, il y a des familles différentes qui viennent de bancs de tests différents, enfin de plein de choses différentes. Il va falloir les ranger. Le TDMS le permet. Il va falloir les nommer convenablement. Le TDMS le permet. Il va falloir mettre des informations type... moi j'ai envie de mettre, ça c'est le moteur A qui vient de tel endroit, qui a été configuré de telle manière. Le TDMS le permet. Donc le TDMS permet de faire beaucoup de choses. Et puis il y a un autre truc que le TDMS permet, c'est que vous avez, je sais pas moi, 5 gigas de données, ou même 1 teraoctet de données. Bon, 5 gigas de données. Vous n'allez pas ouvrir un fichier de 5 gigas. Même en mémoire, c'est pas gérable. Donc ce que vous faites, vous choisissez la zone que vous voulez ouvrir. Je veux ouvrir de ce moment-là à ce moment-là. Ou même mieux que ça, je veux ouvrir tel capteur et tel capteur. C'est tout. Et bien ça, le TDMS le permet. Donc on fera un chapitre complet sur le TDMS. Donc dans tout ce qui est acquisition de données, tout ce qui est DAC, tout ce qui est lié à LabVIEW, band test. Donc ça viendra. On s'en occupera en temps et en heure. Et le TDMS aura justement une place de choix. Ok, donc là, voilà, si vous allez sur comment dire, les nœuds de propriété, enfin les fonctions avancées du TDMS, il y a beaucoup de choses. Donc là, je vous invite à aller voir. Si vous utilisez les TDMS, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo, sur ce qu'on pourrait faire, et on vous préparera la vidéo comme vous le souhaitez, tout simplement. Ok, alors ça c'est les TDMS. Storage, pour l'instant, on ne regardera pas. Zip, grand classique. Même si je trouve que Zip, il y a un problème avec Zip, les fonctions Zip sous LabVIEW, c'est qu'elles ne sont pas complètes. Je préfère utiliser le .NET. Donc le .NET, n'hésitez pas à aller voir également les chapitres sur le .NET. On peut utiliser des fonctionnalités .NET système. Et dans les fonctionnalités système.NET, il y a des fonctions zip de base. Et donc vous mettez fichier que vous voulez zipper au répertoire. Vous mettez la zone où vous voulez aller le poser. Donc comment on appelle ça, le from et le to, donc la destination. Et puis il y a différentes options, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un jeu de fonctions en .NET et ça fonctionne très très bien. Donc je préfère manipuler le .NET avec le .NET que les fonctions que propose Eni de base pour le zip. Mais bon, globalement c'est toujours pareil. C'est nouveau, close, add, unzip. Bon, globalement c'est toujours pareil. Mais ce qu'il faut comprendre de ce cours en fait aujourd'hui, c'est que c'est toujours pareil. Un fichier, quel que soit le format, quelle que soit l'utilité, quel que soit ce que vous allez faire, il y a toujours une ouverture, une fermeture, un read et un write, basiquement en fait, on va dire. Et puis après, tout un jeu de fonctions qui peut tourner autour, qui va dépendre justement du format de fichier que vous utilisez. Waveform, donc ça va être les waveforms. Donc on est toujours dans le monde de LabVIEW, donc les formats en fait waveform, ok. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut exporter ça en format Excel, en spreadsheet. Donc pourquoi pas. Donc ça, pareil, ces formats-là en fait d'acquisition ça sera peut-être dans un autre chapitre où on prendra un petit peu plus de temps pour regarder puis pour faire des TP un peu plus complexes. Ok, le XML. Alors ça va être le prochain TP qu'on va faire. Le format XML. Alors XML, pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, quand vous faites du fichier INI, ce que je vous disais, en fait, c'est vachement pratique, quoi. Je vais vous montrer. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le XML, c'est un format d'encodage. Mais le XML, ça se passe toujours dans un fichier texte. Mais c'est une manière d'envoyer, de verboser. En fait, il y a une verbose. En fait, il
il y a une manière, une abstraction qui est que c'est très détaillé en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir le nom des variables, la manière dont ça s'agence. Quand on lit un fichier XML, on le lit mais très facilement en fait. Et ça c'est pratique. Donc du coup, on peut envoyer tout et n'importe quoi. Et donc ce qu'il faut faire, c'est convertir. Souvent, on va convertir des clusters ou des données, enfin des données sous la view en format XML. Alors comment on peut faire? Je vais reprendre mon fameux ID. Donc là, je vais faire une copie. Voilà. Et on va le lire en format XML. Alors c'est assez basique en fait quand on y pense. Alors là, j'ai mis une petite sonde. Je fais un petit contrôle R. Et là, on va regarder de plus près ce qui se passe. Là, vous voyez, il y a cluster. Bon, en fait, ça, c'est le format LabVIEW. Et dans les faits, en fait, le XML, ça va être ça. Là, c'est juste parce qu'on est dans un format LabVIEW, donc il rajoute cluster. Donc, pour dire qu'il est dans un cluster. Donc, le name, il va donner le nom, en fait, de la variable. Donc, comment dire, oui, c'est ça, de la variable qu'on a envoyée. Elle s'appelle ID2. Alors, pourquoi? Parce que c'est une copie de ID. OK. Les éléments qu'il y a dans cette variable, donc dans ce cluster, donc il y en a 3. Donc, il y a 3 éléments. OK, super. Ensuite, il va donner un par un les éléments. Donc là, il va donner... alors, il dit, en string, on a le nom, Alexis. En 8, on a l'âge, donc il y a un ordre. C'est le fameux ordre nom, âge et prénom. OK. Donc ça, on est bon. Et puis enfin, prénom. Et en fait, quand vous le lisez, c'est facile. Vous arrivez à le lire très facilement. Donc comment on appelle ça? Un XML, c'est très facile à lire. Et donc ça a un avantage. Et donc du coup, ça c'est bien lorsque vous voulez faire des configurations. D'ailleurs, c'est utilisé en standard dans Windows, même dans les pilotes. Si vous commencez à les bidouiller un petit peu quand vous voulez lire justement le pilote de tel machin ou tel machin, il y a de temps en temps des fichiers XML et quand vous double-cliquez dessus, vous pouvez le lire et vous voyez les ports, sur quoi c'est branché, comment ça fonctionne, comment c'est utilisé. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc le XML à privilégier, à privilégier, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous écrire le fichier XML. Donc comment ça marche? Comment ça se passe? C'est pareil en fait. Alors là, je vais récupérer le chemin uniquement, et vous allez comprendre pourquoi. Là, il attend un chemin. Donc je lui envoie, alors, on va faire ça comme ça. Je lui envoie le chemin, sauf qu'on va faire test.xml. Voilà, on va le sauvegarder en .xml. Et il n'y a rien d'autre. Et là, vous vous dites, mais ok, mais les règles d'engagement, elles sont où? En fait, il faut... Alors, attendez, j'ai déjà une XML input. Hop, je le branche. Voilà. Et je réponds à la question tout de suite. Voilà, on va essayer d'être propre. Attendez. J'essaye vraiment d'être propre pour que vous ayez un truc... Donc là, c'est txt file. Bon, on en fait un petit peu, on fait un peu de pataquès, mais bon. Voilà. Et on y retourne après sur le XML. Bin file. Et puis là, hop. XML file. Bon. Là, vous me dites, mais c'est bizarre. Il se contente de ça, c'est tout? En fait, oui, mais sauf que c'est un sous-VI. On ouvre. Donc, je double-clique dessus. Hop. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a ça. Hop. Et en fait, il écrit en format binaire ici. Et là, il prend les données. Alors, il prend les données qu'on lui a envoyées. Alors, je suppose où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. XML input. Et en fait, il va m'ajouter des informations. En plus du XML. Puisque là, vous voyez, c'est de la donnée en fait qu'il rajoute. Donc, on va regarder ça, tiens. Donc, nous, le XML. Alors, XML string, create un indicateur. Hop. On va y mettre une petite sonde. Et on va également reprendre en fait au format XML le flatten. Flatten XML. Ah ben non, qui est là. Voilà, qui est ici. Ok, donc là je mets une probe. Et là je mets une probe. Alors déjà, mes probes, elles sont où? Elles sont où? Je vais les ouvrir. Bim bam boum. Où est-ce que vous êtes mes probes? Alors attendez, j'ai perdu mes probes. Elles sont là. Ok, ça va, super. Donc elles sont ici. Donc si je fais un petit CTRL R. Ok, alors on a
la prop de tout à l'heure. Alors le 10 c'est avant traitement et le 11 c'est après traitement. Donc en 10, vous avez le format XML un peu arrangé la view puisqu'en fait on a un cluster qui a été ajouté. Bon, je ne crois pas que dans le XML il y a cluster. Bon, c'est pas grave. Ok. Et en 11, c'est ce qui est écrit dans le fichier. Donc là il a ajouté en fait des métadonnées. La version de la view, donc là je suis en 2020. Bon, ok. Le site de NI, d'accord, la biodata et toutes les informations. Et si on va en fait dans le répertoire justement, hop là, alors on a un XML, vous voyez, il est là. Et si je l'ouvre avec Notepad++, qui est là, voilà, on va lire le XML. Alors pourquoi j'utilise Notepad++ ? Parce qu'en fait il va formater le XML d'une certaine manière. C'est un logiciel qui est gratuit, utilisez-le, il est pratique. Vous pouvez lire du coup les balises, et hop, vous pouvez les ouvrir, les fermer. Donc il organise, donc là on voit les métadatas qui ont été ajoutés, les clusters, les trucs, et en fait c'est vraiment pratique, c'est-à-dire que de l'extérieur, on n'est pas obligé d'utiliser LabVIEW pour pouvoir lire un XML. On peut utiliser un fichier texte normal et on peut même l'éditer, le faire ce qu'on veut. Donc ça permet d'avoir la main dessus. Donc c'est pratique. Donc voilà, donc c'est le format XML quoi, tout simplement. Donc encore une fois, à chaque cas d'usage, bah, vous allez avoir une utilisation. Donc là, le format XML est un format qui est pratique. Donc là, vous avez différents jeux de fonctions. Vous pouvez flatter, une flatten. Donc là, évidemment, vous pouvez prendre ce fameux XML qui a été flatté et le remettre sous format cluster. Et pour ça, bah, il faut déjà donner le type, donc à l'avance. Donc si je branche comme ça, puisque c'est le type, bah, j'aurai ma sortie et il me lira en fait il sera en capacité de lire justement ce flatten. Bon là je triche un peu mais globalement c'est ça l'idée quoi. Ok, alors ça c'est pour les XML, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, après, alors il y a le fichier et puis il y a ce qu'il y a autour du fichier. Alors qu'est-ce qu'il y a autour du fichier? Il y a le système d'exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fichier, bon certes c'est un fichier, mais il est sauvegardé à un endroit, donc c'est un répertoire avec un chemin, enfin un chemin tout simplement. Et donc là on a tout un jeu de fonctions où on peut copier, coller, déplacer, regarder si un répertoire existe, ça c'est important. Il y a file dialogue par exemple pour aller chercher un chemin. On peut faire beaucoup de choses et donc là vous avez énormément de jeux de fonctions sous la view que vous pouvez utiliser. Il y a également très important pass to string, string to pass. Moi j'aime bien travailler avec les strings. Bah, ça permet en fait de convertir un string à un pass à un string et généralement quand on branche un string sur un pass, il y a un nœud de coercion qui apparaît. Donc ça pose pas de problème. On peut comparer des chemins, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, vous avez beaucoup de choses. Et puis, vous avez le checksum. Le checksum, c'est quoi? C'est pour ceux qui travaillent dans la sécurité. Si vous avez, par exemple, un fichier qu'on vous a transmis, bah, généralement, c'est bien de transmettre également le checksum. Comme ça, quand vous récupérez le fichier qu'on vous a transmis, avant de le lancer, vous faites un checksum dessus et vous vérifiez que son intégrité n'a pas été modifiée. Le checksum, ça permet en fait, c'est des algorithmes de hachage qui permettent en fait de vous donner une valeur propre à ce fichier. Et en fait, si quelqu'un altère le fichier d'une manière ou d'une autre, bah, le checksum sera plus le même. Donc du coup, ça permet, avant d'ouvrir un fichier, de savoir si le fichier il a été altéré ou pas. Data Dialog, ça c'est l'ancêtre du TDMS. Donc pareil, c'est un format de fichier structuré, enfin de données structurées dans un fichier. Et donc là, à l'époque, on se contentait simplement de brancher au fur et à mesure les données. En fait, il faut imaginer des tuiles, comme un tableau 1D avec des tuiles. Et à chaque sauvegarde, bah, vous rajoutez une tuile, les unes derrière les autres, et au format que vous souhaitez. Et ça permet de lire, d'écrire un fichier de cette manière-là. Et ça, c'est pour de l'acquisition. Seulement, le datalog est limité. Il n'y a pas de metadata. Donc, quand j'ai énormément de capteurs, c'est un peu dommage. Il y a également, il est limité en taille. Il avait une taille qui le limitait. Et donc, du coup, ils ont sorti le TDMS quelques années plus tard. Donc, format propriétaire. Mais bon, certains peut-être d'entre vous l'utilisent encore. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent bien ce format, bah voilà, il est là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On a, je pense, fait le tour au niveau des fichiers. Il y a autre chose, une dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que le jeu de fonctions que vous avez copié, collé, déplacé existe également en .NET. D'ailleurs, il me semble que lorsqu'on a fait le cours en .NET, si vous allez voir le TP, j'utilise justement les fonctions .NET. Et les fonctions .NET fichiers sont beaucoup plus puissantes que ce que LabVIEW propose. Parce que là, en fait, il y a un set de données,
mais il y en a un set de fonctions, mais il y a beaucoup plus de fonctions en fait qui existent au niveau des fichiers. Et donc si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus complet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le .NET, LabVIEW.NET, où justement j'explique ça, et je fais un TP il me semble avec un fichier que je déplace, et là vous avez des jeux de fonctions qui sont beaucoup plus complets. Néanmoins vous avez quand même déjà pas mal de choses. On peut créer des fichiers, on peut créer un répertoire, on peut avoir des volumes, enfin on peut avoir beaucoup de choses, on peut lister les répertoires, on peut regarder si un répertoire existe ou n'existe pas, on peut déléter un fichier, on peut mettre des permissions, enfin on peut faire en fait toutes les opérations qui sont liées au système d'exploitation fichier. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait tout. Alors le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Un commentaire s'il manque des choses que vous souhaiteriez voir dans nos cours ou n'importe quelle information supplémentaire. Si vous souhaitez m'écrire encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à très bientôt.